Quand Bruce Lee est arrivé, c'était la personne la plus cool du monde. Dans les années 1970, quand les films de Bruce Lee sont sortis, j'étais encore un petit enfant et j'étais époustouflé. Les années 1970 ont été l'âge d'or des films de kung-fu chinois. Et au cœur de ce mouvement se trouvait un jeune artiste martial nommé Bruce Lee. Il était charismatique, féroce et capable de cascades surhumaines si incroyables que personne ne les croirait si elles n'étaient pas enregistrées. Rejoignez-nous pour découvrir l'histoire d'un homme qui a brouillé la frontière entre la fiction et la réalité. En commençant par l'une de ses cascades les plus fascinantes, le coup de poing d'un pouce. Les films de kung-fu sont peut-être la fusion asiatique originale. Et Bruce Lee est l'homme qui a comblé le fossé avec la culture américaine avec une popularité que peu de gens auraient pu prédire. L'arène était pleine à craquer. Tout le monde regardait, attendant la première attaque. Debout sur le tapis, à quelques mètres des barrières, se trouvait le légendaire Bruce Lee, son partenaire d'entraînement et plusieurs élèves d'arts martiaux dont les yeux étaient remplis du même désir que la foule. Lee, debout à quelques centimètres de son partenaire d'entraînement, étudiait la scène comme un vrai maître. Il savait quoi faire pour mettre la foule en délire. La chaise sur la scène prouvait qu'il avait déjà fait ça auparavant et qu'il ne voulait surtout pas blesser son partenaire d'entraînement. Puis, au bon moment, il a tendu le poing et l'autre gars est tombé, directement sur la chaise qui avait été parfaitement placée pour amortir sa chute. C'était le coup de poing d'un pouce. Et oui, c'est exactement ce que son nom suggère. Imaginez-vous vous tenir à seulement 1 pouce de votre adversaire et lui asséner un coup si puissant qu'il pourrait le faire tomber du sol. Ce n'était pas une question de puissance, de masse musculaire ou de différence physique entre Lee et son adversaire. C'était une compétence que seul un véritable artiste martial pouvait maîtriser. Tout comme Lee et tous les fans qui ont suivi le même chemin de connaissance et de discipline que lui. Ce mouvement est tellement incroyable que s'il n'avait pas été enregistré, personne n'y croirait. Mais la grande question est, comment a-t-il réussi? Eh bien, voici le secret. Contrairement à d'autres mouvements de combat puissants qui nécessitent une puissance brute, le coup de poing d'un pouce est en fait davantage une question de cerveau que de force physique. Pour Bruce Lee, l'idée était de parcourir une petite distance en quelques millisecondes, de sorte que ce ne sont pas seulement les bras qui bougent, mais tout son corps. Jessica Rose, chercheuse en biomécanique à l'Université de Stanford, a étudié ce mouvement en profondeur et, selon ses analyses, le mouvement ultra rapide de Lee commence en fait par ses jambes. Dans cette séquence incroyable, on peut voir ses jambes avant et arrière se redresser avec une extension rapide et explosive du genou. L'élan passe ensuite directement dans ses hanches, puis dans son épaule, et enfin propulse son bras vers l'avant. Tout se passe si vite que Lee ressemble littéralement à un surhomme. Outre le fait que Bruce Lee est probablement l'artiste martial le plus impressionnant de tous les temps, ce coup particulier est vraiment difficile à reproduire. À première vue, il ressemble à un coup simple qui ne devrait pas vraiment avoir l'effet qu'il produit. Mais une fois que le coup de poing d'un pouce entre en contact avec le corps de la cible, il combine la puissance de certains des plus gros muscles de son corps dans une toute petite zone du corps de l'adversaire. L'idée n'est pas de frapper une grande surface, mais de délivrer un coup puissant à une toute petite distance dans une toute petite partie du corps. Mais si vous pensez que le coup de poing d'un pouce est impressionnant, vous devriez voir le clip réel de Bruce Lee en train de faire ses fameuses pompes à 2 doigts. Les pompes à 2 doigts. 1500, c'est le nombre de pompes que Bruce Lee était capable de faire d'affilée sans se casser. Mais qu'y a-t-il de plus impressionnant que de faire un nombre incroyable de pompes? Probablement en plaçant tout le poids de son corps sur 2 doigts seulement 200 fois de suite. Alors que la plupart des gens auraient du mal à réaliser 10 pompes avant de s'effondrer, le légendaire Bruce Lee a prouvé qu'il possédait des capacités surhumaines avec ses pompes à 2 doigts. Sans surprise, son record reste invaincu jusqu'à aujourd'hui. Et oui, c'est un véritable record certifié par le livre Guinness des records. Et pourtant, plusieurs personnes n'ont pas essayé de le battre. Ali Valazadeh Khadjashahi, un artiste martial iranien, détient actuellement le record du plus grand nombre de pompes à 2 doigts effectuées en 1 minute. Mais même s'il a réussi à en faire 74 en 60 secondes, il n'a toujours pas pu battre le record de Bruce Lee. Plus tôt dans la période 1990-50, le Britannique Paul Lynch a battu le record du monde Guinness du plus grand nombre de pompes consécutives sur un doigt,
en enchaînant 124 avant d'abandonner. Évidemment, ce n'était pas la même catégorie, mais même en gardant cela à l'esprit, cela ne bat toujours pas le record de Bruce Lee. On peut dire sans se tromper que Bruce Lee était un athlète hors du commun, doté de capacités surhumaines qui ne pourront peut-être jamais être reproduites chez un autre être humain. Et ce ne sont pas seulement ses fans qui le regardent fixement. Même Joe Weider, connu comme le père du bodybuilding, a décrit le physique de Bruce Lee comme l'un des plus définis qu'il ait jamais vu. Mais ce n'est pas le seul record de pompe qu'il a détenu au cours de sa vie. Selon la légende, Bruce Lee pouvait également faire 400 pompes avec une seule main. Mais était-ce juste pour se montrer ou les pompes l'aidaient-elles à améliorer ses capacités de combat? En réalité, la routine des pompées à deux doigts de Bruce Lee faisait en fait partie de sa philosophie personnelle des arts martiaux, connu sous le nom de Jeet Kune Do. En tant que maître des arts martiaux, il combinait une grande variété d'autres techniques de combat, notamment le Tai Chi, le Wing Chun, le combat de rue et même la boxe. La première fois qu'il a démontré cette incroyable prouesse, c'était aux championnats internationaux de karaté de Long Beach en 1910. 64 époustouflé la foule et cimentant son héritage comme l'un des meilleurs à l'avoir jamais fait. Mais si ces pompes à deux doigts ne vous impressionnent pas, que diriez-vous des records réels de ses combats dans la vraie vie? Son seul vrai combat enregistré. De son combat brutal contre Chuck Norris dans le Colisée romain à ses 10 Von dans La Fureur de vaincre. Bruce Lee possède certaines des scènes de combat les plus emblématiques de la télévision. Mais une question reste sans réponse. A-t-il réellement combattu dans la vraie vie? La réponse courte est oui. La mauvaise nouvelle, c'est que la plupart de ses combats n'ont pas été filmés, car il préférait se battre en secret. La bonne nouvelle, c'est que nous avons des images réelles d'un combat de Bruce Lee, filmé lors des championnats internationaux de karaté de Long Beach en 1967 en Californie. Vous pouvez y voir Lee affronter quelques-uns de ses meilleurs élèves. Bien qu'il s'agisse d'une véritable séance de sparring, Lee n'essayait certainement pas de mettre fin à son adversaire, comme dans les films. Cela pourrait expliquer pourquoi ses mouvements ne sont pas aussi rapides que l'éclair, comme on le voit naturellement dans ses films, et pourquoi ses coups n'atterrissent pas aussi lourdement qu'on pourrait s'y attendre. De plus, grâce à la loi californienne, le combat devait se dérouler en tenue de sparring. Et au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, Bruce Lee est celui qui est marqué de cordon blanc tout au long du combat. Vous pouvez le voir garder une distance sans effort avec son adversaire, tout en esquivant et en esquivant chaque coup qui lui est envoyé. Se tenant debout comme un tueur entraîné devant son adversaire, Lee étudie tranquillement chacun de ses mouvements. Et d'après le clip, il semble savoir ce que son adversaire ferait avant même qu'il ne le fasse. Quant à ses attaques, Lee avait des mouvements rapides et concis qui semblaient atteindre leur objectif à chaque fois. Imaginez un combattant lançant et envoyant chaque coup de poing et chaque coup de pied pendant un combat. Cela semble presque impossible, mais c'est Bruce Lee, donc cela a du sens. Alors que l'étudiant s'est attaqué désespérément lorsqu'il pensait avoir vu une ouverture, il s'est avéré que Lee ne faisait que l'appâter et lançait immédiatement une contre-attaque qui laissait l'adversaire presque gravement blessé. À en juger par le style de combat de Lee dans ses images, on peut conclure sans risque qu'il est peut-être plus calme et calculateur qu'il n'apparaît dans ses films. Son style était également nettement différent de celui de tous les autres artistes martiaux de son époque. Car au lieu de se concentrer sur un seul style d'art martial, il a appris à mélanger plusieurs styles pour créer une combinaison mortelle que personne n'a jamais été capable de reproduire. Mais cela ne se limitait pas à ses films, car il utilisait également ses compétences dans des combats réels. Bruce Lee contre Wong Jack Man, lorsque le magazine officiel Karaté a publié son édition de juillet. 1980, une histoire s'est démarquée de tous les autres articles de la publication. Racontée par le célèbre artiste martial Wong Jack Man, elle suit le récit réel d'un combat entre Wong et la légende des arts martiaux, Bruce Lee. Et si ce n'était pas documenté, la plupart des gens auraient douté de son authenticité. Comme la plupart des combats de Lee, le duel entre lui et Wong Jack Man s'est déroulé dans le plus grand secret. À une époque où les meilleurs combattants préféraient montrer leur talent dans d'immenses arènes, devant des milliers de spectateurs, Bruce Lee a choisi de garder ses combats majeurs à huis clos. Mais ces histoires ne pouvaient pas rester cachées éternellement. Celle-ci nous ramène à l'hiver 1964,
Le décor était une petite école de kung-fu à Oakland, en Californie. Au centre de la pièce se trouvait un combattant d'arts martiaux de 24 ans, pesant environ 63 kilos et mesurant 1,70 m. Il n'était pas encore vraiment célèbre, mais en quelques années, cet homme allait devenir la plus grande star des arts martiaux de toute l'histoire. Son nom était Bruce Lee. Juste à côté de lui sur la scène se trouvait un autre combattant, pesant 60 et 1 kg, mesurant 1,78 m. Ce combattant était légèrement plus grand et, tout comme Lee, il était également d'origine chinoise. Son nom était Wong Jackman. Dans ce combat, il n'y avait aucune règle, aucun arbitre, aucun équipement de sécurité et aucun rapport pour nous dire comment s'est réellement déroulé l'événement. La seule source dont nous disposons réellement est la femme de Bruce Lee, Linda, qui se souvient que 13 personnes étaient présentes ce jour-là, y compris elle-même. Dans son livre, Bruce Lee, The Man Only I Knew, Linda a documenté le combat comme suit. Pour faire ressortir la beauté de ses arts martiaux, le kung-fu chinois, Bruce Lee et Wong Jackman sont d'abord sortis, se sont inclinés formellement, puis ont commencé à se battre. Wong, adoptant son style Wing Chun, a lancé une série de coups directs. Mais Lee était plus rapide et ses coups étaient plus violents. Si violents que les hommes de Wong tentèrent d'arrêter la marche quelques minutes après le début de celle-ci, mais James Lee les avertit de laisser le duel continuer. Apparemment, l'attaque devint si intense à certains moments que Wong se retourna et s'enfuit. Mais Bruce le rattrapa rapidement et, d'un mouvement rapide, le plaqua au sol. Wong capitula et le combat fut terminé peu de temps après avoir commencé. La victoire fut rapide, montrant à quel point Bruce était incroyablement puissant. Mais selon Linda, cela a aussi poussé Lee à s'entraîner plus dur afin de perfectionner son style de combat unique. Bien sûr, cette histoire a été contestée à maintes reprises, en particulier par Wong lui-même, qui a affirmé qu'il n'avait pas été battu à mort, qu'il n'avait pas supplié qu'on lui laisse la vie sauve et qu'il n'avait certainement pas été plaqué au sol. Malheureusement, la seule personne qui peut vraiment confirmer ou contester cette histoire est décédée quelques années après ce combat. Mais comment parler des incroyables capacités de Bruce Lee sans mentionner son arme préférée de tous les temps? Le maître du nunchaku. Avec 5 de ses films les plus populaires mettant en scène le nunchaku, il n'est pas surprenant que ce dernier soit devenu synonyme de Lee lui-même. Cependant, ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que Lee les détestait absolument au début. Bien que les nunchakus soient un élément essentiel des arts martiaux depuis environ 400 ans, ils n'étaient pas exactement l'arme de choix dans les années 60 et 70. Ce n'est pas qu'ils ne soient pas utiles pendant les combats, mais lorsque vous essayez de faire un film d'arts martiaux, un nunchaku est la dernière arme que vous voudriez mettre en avant. Dans la plupart des cas, les artistes martiaux comme T. Long, Jimmy Wang Yu et Chang Pei-Pei préfèrent de l'épée chinoise. Mais tout a changé en 1971, lorsque Bruce Lee a fait connaître le nunchaku au grand public. Et tout cela grâce à un homme, Dan Inosanto. La plupart des gens ne savent pas qui est cet homme. Mais à l'époque de la gloire de Bruce Lee, Inosanto était un artiste martial de premier plan qui s'entraînait régulièrement avec lui. C'est lors d'une de leurs séances d'entraînement qu'il a présenté à Lee l'idée d'utiliser des nunchucks dans ses films. Mais l'acteur a rejeté l'idée, la qualifiant de déchet sans valeur. Cependant, Inosanto a insisté et a fini par convaincre Bruce Lee d'essayer. 3 mois plus tard, Lee était tombé amoureux du nunchuck et s'en servait comme s'il le faisait depuis toujours. Selon Inosanto, la première fois qu'il a utilisé le nunchuck dans un film, c'était en 1971 lors de la sortie de La Fureur de vaincre. La séquence d'action du film a à elle seule donné au nunchuck une énorme publicité. Et du jour au lendemain, il est redevenu cool. Il y a même une scène dans le jeu de la mort où Lee se bat au nunchaku avec Inosanto lui-même. Et bien que le film n'ait jamais été terminé avant de la mort de Lee, les images diffusées du film ont mis en valeur les compétences de Bruce Lee au nunchaku. Mais aussi folles que ces séquences puissent paraître, elles ne sont rien comparées aux images réelles de Lee jouant contre un joueur de ping-pong professionnel utilisant un nunchaku. Au lieu d'utiliser une raquette comme une personne normale, Lee a fait appel à ses capacités surhumaines et à ses réflexes incroyables pour contraire chaque attaque et finalement vaincre un joueur professionnel dans son propre sport, tout en utilisant un équipement qui n'était pas conçu pour ce genre de sport. Bien sûr, Bruce Lee a fait croire que c'était facile,
Mais en réalité, les nunchucks sont incroyablement difficiles à utiliser. Beaucoup ont essayé et échoué. Et beaucoup d'autres sont repartis avec des blessures en essayant de manier cette arme simple mais mortelle. En parlant d'armes mortelles, saviez-vous que Bruce a un jour brisé le crâne d'un adversaire à main nue? Bruce Lee contre Yoichi Nakachi. Il existe une histoire écrite par Bruce Lee lui-même dans son journal. Datant de 1960, elle nous ramène à la Seattle Edison Technical School, lorsque Bruce a été défié à un combat par un artiste martial japonais connu sous le nom de Yoichi Nakachi. Et comme il n'est pas du genre à reculer devant un combat, Bruce Lee a accepté. Personne ne s'attendait à ce que ce combat devienne bientôt le combat IRL le plus sanglant de sa carrière. Le 1er novembre 1960. Bruce Lee et ses élèves viennent de terminer leur représentation de Kung Fu et de Judo à la Seattle Edison Technical School, où Lee a présenté le Kung Fu chinois, le décrivant comme supérieur au karaté japonais et au Jiu-Jitsu chinois. Cependant, le ceinture noire japonais, Yoichi Nakachi, était dans le public à ce moment-là et a immédiatement pris position contre la déclaration de Lee selon laquelle le karaté était originaire de Chine. Il a également contré les affirmations de Bruce Lee en affirmant que le kung-fu chinois était trop doux pour être mortel. Et pour prouver ses dires, il décida de défier Bruce Lee en combat. Comme Bruce Lee était lui-même un étudiant de l'école, il ne voulait pas causer de problème. Alors il déclina d'abord le défi. Cependant, ses disciples voulaient vraiment le voir faire ses preuves au combat. Alors ils continuèrent à le pousser. Nakachi lui-même n'a pas relâché ses efforts pour se battre avec Bruce Lee. La goutte d'eau qui a finalement fait déborder le vase a été lorsque Nakachi a envoyé l'un de ses propres disciples dire à Bruce Lee « Si tu veux entrer dans l'hôpital, accepte le défi. » À ce stade, Lee était tellement énervé qu'il a décidé d'accepter le défi. La tâche d'organiser le combat fut confiée à Jesse Glover, qui choisit le terrain de handball du YMCA dans le centre-ville de Seattle comme lieu du tristement célèbre duel. C'est là que les choses dégénérèrent. Lorsque le jour arriva enfin, très peu de spectateurs furent autorisés à y assister. Ce qu'ils ont vu ce jour-là restera dans l'histoire comme l'un des combats d'arts martiaux les plus impressionnants jamais enregistrés. Un coup de pied dans le nez, du sang giclant partout et un adversaire à genoux au sol. Bruce Lee debout et Nakachi allongé sur le sol. Il avait l'air mort et pendant une seconde, même Lee eut peur qu'il ait commis un meurtre. Le visage de Nakachi était fissuré comme s'il avait été frappé par une batte de baseball et le côté gauche de sa tête était si gonflé que ses yeux étaient à peine visibles. Cependant, l'ironie de la situation était que le combat n'avait duré que 11 secondes. Il n'en fallut pas plus pour que Bruce Lee détruise complètement ce maître de karaté, mettant presque fin à ses jours dans le processus. Étonnamment, Lee n'était pas intéressé à lui faire face à cette victoire. En fait, il avait prévenu tout le monde présent d'éviter de parler du combat juste pour pouvoir préserver la dignité de son adversaire. Mais si faire un trou dans la tête d'une personne ne vous paraît pas assez fou, attendez d'entendre parler de cette fois où Bruce Lee a brisé un sac de sable de 45 kilos d'un coup de pied. Mais avant d'aborder tout cela, découvrez la sélection de nos abonnés du jour. Joe Rogan a toujours parlé de l'héritage de Bruce Lee, en particulier du fait que si ces moments de Bruce Lee n'avaient pas été enregistrés, personne ne le croirait. Lors d'un épisode avec le comédien Brian Redvan, il a salué la contribution de Bruce Lee à ce sport qui est devenu connu sous le nom d'art martial mixte. Certains iraient même jusqu'à prétendre que Bruce Lee était responsable de la naissance du MMA, ce qui ne serait pas exagéré. Pour être honnête, selon Rogan, le film Enter the Dragon a été la première fois que cette forme d'arts martiaux a été vue par le public, jetant les bases d'une industrie qui allait plus tard dominer le divertissement sportif. Dans un autre épisode de The Rock, Joe a décrit Bruce Lee comme un pionnier, soulignant son charisme et son talent indéniable, qui ont réussi à capter l'attention du monde entier au cours de sa très courte vie. Mais croyez-vous que Bruce Lee est vraiment responsable du lancement des arts martiaux mixtes? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Explorons maintenant l'histoire de la façon dont Bruce Lee a lancé un sac de frappe dans les airs. Des coups de poing puissants, des compétences de nunchaku incroyables et des réflexes incroyables. Une description parfaite des compétences de combat de Bruce Lee. Mais saviez-vous qu'il possédait également une puissance mortelle dans ses coups de pied? Selon l'histoire, Bruce Lee s'entraînait un jour lorsqu'il a soudainement donné un coup de pied si
fort dans son sac de sable de 45 kilos qu'il s'est littéralement brisé. En utilisant un coup de pied spécial connu sous le nom de super coup de pied latéral, Lee a complètement décimé le sac d'entraînement super lourd. Et au cas où vous douteriez de cette histoire, le record a en fait été certifié par le livre Guinness des records, ce qui signifie qu'il a réellement eu lieu. Il existe également une autre histoire sur la façon dont Lee a lancé un sac de sable de 135 kilos à 5 mètres de haut. Imaginez la force qu'il faudrait pour lancer un sac de sable aussi lourd dans les airs. Imaginez maintenant que vous puissiez y parvenir d'un coup de pied. Si cet exploit n'avait pas été enregistré, personne n'y aurait cru. Et en parlant d'enregistrement, saviez-vous que les réalisateurs de films de Lee ont un jour affirmé qu'ils ne pouvaient tout simplement pas suivre ses mouvements rapides comme l'éclair, trop rapides pour être filmés. Lorsque le Frelon vert est sorti en septembre 1966, il a fait connaître Bruce Lee à un public beaucoup plus large, répandant l'évangile des arts martiaux chinois. Bien qu'il ne soit qu'un acolyte dans le film, les compétences de combat de Lee étaient si intenses qu'il a littéralement pris la vedette au personnage principal. Cependant, le tournage du film a été assez difficile, d'autant plus que la scène d'action de Bruce Lee était si intense que les directeurs de la photographie n'arrivaient pas à suivre. Selon le livre Bruce Lee, Une vie, écrit par Matthew Polly, Lee a fait preuve d'une grande confiance dans l'image qu'il donnerait de ses compétences en kung-fu à l'écran, à tel point qu'il a été déçu lorsqu'il a finalement vu les premières images. En raison de la rapidité avec laquelle il se déplaçait, la caméra ne pouvait pas capturer ses coups et tout semblait flou. À cause de cela, les scènes ont dû être tournées à nouveau et, cette fois, Lee a dû ralentir considérablement ses mouvements pour que le kung-fu soit plus beau à la télévision. C'était très important. D'autant plus que le kung-fu n'était pas vraiment populaire dans les productions américaines à l'époque. La plupart des scènes de combat étaient calquées sur les styles de combat plus occidentaux, qui suivaient un rythme beaucoup plus lent et consistaient principalement en coups de poing. Les caméras avec lesquelles les cinéastes ont travaillé n'ont eu aucun problème à filmer ces scènes. Mais cela a changé lorsque Bruce Lee est entré en scène. Pour éviter ce genre de problème dans ses futurs films, Bruce Lee les a tournés à une fréquence d'image plus élevée. Ainsi, lorsqu'il a réalisé des films comme The Big Boss et Enter the Dragon plus tard dans sa carrière, il n'a pas eu besoin de ralentir ses mouvements, ce qui lui a donné la liberté de produire une performance électrisante à chaque fois. La routine d'exercice surhumaine de Bruce Lee. Les secrets des capacités de Bruce Lee ne sont pas vraiment secrets. Chacun de ses exploits en tant qu'artiste martial peut être attribué à sa routine d'exercice. Et pour prouver que ce n'est pas vraiment un secret, voici comment il s'y est pris. Pour Bruce Lee, le cardio était avant tout une activité physique. Il courait entre 3 et 10 kilomètres les lundis, mercredis et vendredis. Les autres jours de la semaine, il faisait du vélo pendant environ 16 kilomètres, suivi de 20 minutes supplémentaires de saut à la corde. Certains experts pensent qu'il alternait la course à pied et le vélo, juste pour ne pas se lasser de faire la même chose tous les jours. Il y a aussi son exercice de souplesse, qui permet à un petit gars comme Lee de donner un coup de pied dans la tête à un homme comme Kareem Abdul-Jabbar. Pour rappel, Kareem mesure 2,18 m. Pour atteindre ce niveau de souplesse, Bruce étire constamment son corps au-delà de ses limites naturelles. Il pratique également des coups de pied hauts, des flexions avant, des flexions latérales, des torsions de la taille, des écarts alternés sur des chaises et des ponts de lutteurs, ainsi que d'autres étirements. En faisant cela presque tous les jours, Bruce a pu réaliser des performances très impressionnantes, que ce soit à l'écran ou sur le ring. Mais au-delà de ces séances d'entraînement régulières, il y avait l'entraînement aux arts martiaux proprement dit, qui constituait sans aucun doute une part importante de sa routine. Ceux qui l'ont connu de son vivant ont affirmé qu'il passait plus de temps à perfectionner ses compétences en arts martiaux qu'à faire autre chose. C'était la principale raison pour laquelle il ressemblait plus à un athlète qu'à un culturiste. Pour avoir une idée plus précise de son programme d'entraînement, voici à quoi ressemblait son programme d'entraînement. Les lundis, mercredi et vendredi. Lee se consacrait à son entraînement de frappe. Il pratiquait le shadowboxing, passait du temps sur le sac lourd, faisait des exercices de jeu de jambes et s'entraînait occasionnellement avec d'autres combattants. Les jours restants furent consacrés à perfectionner ses coups de pied, à s'entraîner avec le sac lourd, à quelques exercices de jeu de jambes et, comme pour l'entraînement au coup de poing,
Il s'entraînait occasionnellement avec d'autres combattants. Bien qu'il n'existe aucune photo de Lee soulevant des poids, Bruce Lee a en fait beaucoup d'haltérophilie. Cependant, le but n'était pas d'améliorer son apparence. Au lieu de cela, il voulait juste développer le type de muscles supplémentaires dont il avait besoin pour les combats de la vie réelle. Comme cette fois où il a déboîté l'épaule d'un homme d'une seule claque. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.